Salut à tous. Dans cette vidéo, aujourd'hui, on va parler donc de protection réseau et de sécurité, donc pour le NAS Synology, mais on va également utiliser un logiciel, donc Sophos, là-dedans. Alors, les différents équipements qu'on va utiliser là-dedans, on va parler donc du routeur de mon fournisseur d'accès à Internet, pour lesquels j'utilise des fonctionnalités de pare-feu et de port forwarding. On va utiliser Sophos UTM-9 pour avoir des fonctions avancées de sécurité d'un point de vue firewall et d'autres choses. On va également utiliser la fonction de transfert de port et on va aussi avoir des fonctionnalités avancées telles que l'antivirus, le NIPS, le reverse proxy, le WAF, etc. On va plutôt se concentrer dans cette vidéo par contre dans les aspects firewall et pour tout le reste ce sera d'autres vidéos. Et on a bien sûr le firewall et l'antivirus du NAS Synology que j'ai. En termes de prix pour ce type d'infrastructure, disons, voilà, le logiciel UTM-9, il est gratuit tant que c'est pour une utilisation personnelle et jusqu'à 50 IP, donc là c'est gratuit. Et ensuite en matière de matériel, on a donc un system board de type APU 2C4 avec une carte mère qui possède donc un CPU de 1 GHz quad-core Jaguar et de 4 GB de RAM. Ensuite, on a bien sûr la boîte, on a on a le transformateur et on a ici pour ces trois lignes-là, on a donc le nécessaire pour le Wi-Fi. Et on a notre disque dur SSD en mSATA. On est sur un total de 207 francs suisses, à peu près donc 200 $ et peut-être 180, 190 euros. Donc vraiment, c'est pas forcément si cher. En termes de performance, il faut pas aller en dessous de ce qui est mentionné ici, parce que soit le logiciel ne s'installera pas, soit vous aurez des performances vraiment trop mauvaises. D'ailleurs, 1 GHz, par contre, c'est quand même beaucoup trop bas, mais pour une utilisation à la maison, ça suffit largement. Ça suffit largement. En termes d'architecture, voilà un peu ce qu'on a. Donc on a nos trois lignes de défense, on a notre routeur, on a notre Sophos et on a notre NAS. On a le premier firewall, un firewall avancé et un autre firewall. Au niveau du routeur, donc le firewall de base, c'est bien sûr de bloquer tout le trafic entrant. Et on va n'autoriser que certains types de trafic, tels que le TCP/80 pour l'OpenVPN de mon équipement Sophos, de l'IMAP-S, du SMTPS, des services de type DS Cloud et de l'HTTPS pour accéder aux applications via le reverse proxy. Alors justement, ici on a trois différents types de trafic. On a tout d'abord des fonctionnalités de transfert de port, le mot c'est pas transfert, mais bon bref, de forwarding de port qui sont obligatoires parce qu'en fait on ne peut pas proxifier ce type de trafic ou reverse proxifier ce type de trafic. Donc c'est tout bêtement le flux IMAP-S et de DS Cloud va être tout bêtement en fait transféré sur le NAS. D'accord. Les seules fonctions de sécurité qui peuvent s'appliquer ici, c'est l'IPS qui peut vérifier si ces services-là sont attaqués. Mais ça s'arrête là. Ensuite, pour le SMTPS, alors en fait, même si j'utilise le package Mail Plus Server sur mon NAS, en fait, le trafic SMTPS ne va jamais jusqu'à mon NAS. Tout est géré et est proxifié via mon équipement Sophos. Mon équipement Sophos qui va donc scanner le body des mails pour des virus et pour également s'il y a des tentatives d'intrusion, que quelqu'un essaie d'attaquer ce service sur mon Sophos avec l'IPS. En fait, il y a différents types de flux SMTP chez moi. Il y a soit l'utilisation du DS Mail, du client DS Mail sur le téléphone, qui va communiquer avec le NAS en HTTPS parce que c'est une application web. Donc ça va passer par le reverse proxy, ça va ensuite atteindre le NAS. Ensuite, le NAS va transmettre à Sophos en SMTPS et Sophos va transmettre en SMTPS à mon fournisseur d'accès mail. Donc voilà, on passe de l'Internet à Sophos en reverse proxy, en NAS, et après, hop, voilà, ça fait un petit peu un ping-pong. Mais ça marche très bien. Ensuite, pour tout ce qui est
des clients de messagerie qui ne sont pas basés sur DS Mail, comme par exemple dans iOS, dans les iPhones, l'application standard de messagerie. En fait, depuis Internet, ça va communiquer directement en SMTPS avec Sophos, et Sophos va renvoyer ça, après avoir vérifié les autorisations, bien sûr, il va transmettre ça à mon fournisseur de mail. Ensuite, après, pour tout ce qui est application web, c'est-à-dire via DS Video pour Video Station, DS Drive, Note Station, DS Get, etc. pour Download Station, tout est accessible via des URL spécifiques. Par exemple, https://webdav.local ou video.local en HTTPS. Et ensuite, c'est le reverse proxy qui va dire, OK, pour video.local, tu vas rediriger ça sur le NAS, sur l'adresse IP du NAS, sur le port spécifique de Video Station. Donc ici, ça permet vraiment d'avoir un contrôle complet sur ce qui se passe. En termes de terminaison SSL, donc c'est-à-dire que je vais avoir mes certificats Let's Encrypt qui sont présents uniquement, qui sont présents sur mon Sophos. On aura une terminaison SSL, donc une coupure du flux, avec analyse antivirus, IPS pour détecter certaines attaques, reverse proxy pour éventuellement rediriger les flux d'un point A à un point B, et d'appliquer des mesures de contrôle d'accès supplémentaires telles que des formulaires d'authentification par exemple si on a envie, avant de pouvoir accéder au service, et le Web Application Firewall pour tout ce qui est détection de certaines attaques qui sont basées sur le web. Voilà, je crois que c'est à peu près tout pour ces services-là. Alors pour le firewall de mon routeur, en fait c'est assez simple, donc le firewall va tout bloquer en entrée et il va faire du port forwarding vers l'UTM uniquement, donc on a le port 80 pour l'OpenVPN, on a tout ce qui est lié au reverse proxy, vu que depuis l'extérieur ou même depuis l'intérieur, les seules adresses que j'appelle, c'est toujours https:// mon nom de domaine, et après ça, c'est en fonction du nom de domaine que le reverse proxy il va aller donner le flux à telle ou telle application de mon NAS. Ensuite, on a le SMTPS, l'IMAP-S et le Cloud Station qui est autorisé. Tout ça va toujours aller dans mon UTM en fait. Lui, il fait simplement mon firewall sur le routeur, il fait simplement passe-plat. Et ensuite, c'est vraiment l'intelligence de Sophos qui va traiter le trafic. Ensuite, pour le firewall de Synology, d'accord? Donc, on a la première ligne, l'adresse IP source, c'est l'adresse de reverse proxy de mon Sophos, d'accord? Donc, le 4.1, c'est le reverse proxy, le 4.2, c'est mon NAS, et je l'autorise donc à accéder à certains ports, et ces ports représentent les différents services de mon NAS. Ici, il y a quelques services que je peux autoriser d'accéder en direct depuis mon VPN ou depuis mon réseau local. C'est activé ici, mais c'est désactivé sur mon NAS. D'accord? L'objectif, en fait, c'est de toujours faire des changements minimaux sur ce firewall et de tout gérer sur Sophos. Ensuite, il y a bien sûr les ports obligatoires depuis tout Internet qui sont pour DS Cloud et IMAP-S. Et pour tout le reste de type de trafic, je bloque. Alors en fait, cette règle-là, c'est un peu... parce que moi j'aime bien avoir des règles qui sont explicitement marquées, même si par défaut c'est bloqué. Et ce firewall, pour rappel, il est là uniquement que pour les connexions entrantes, c'est-à-dire que cette règle-là n'affecte pas du tout les connexions sortantes qui sont initiées par le NAS. Alors ici, je pense que vous pouvez voir que je n'ai pas de restrictions sur les pays, parce que je vais plutôt gérer ça sur Sophos, qui est pas mal granulaire. Et puis surtout, ça peut peut-être poser problème avec le reverse proxy, avec certains services, surtout pour le WebDAV. Il y a des choses qui peuvent ne pas marcher correctement. Alors bon, j'ai pas fait vraiment de test là-dessus, je préfère utiliser ça sur l'équipement spécialisé, donc Sophos. Donc voilà, quelles sont un peu mes règles. La première règle, elle est ici, elle est là pour bloquer toutes les personnes que je vais définir comme des personnes qui essayent de m'attaquer. Si je vois qu'il y a des gens qui insistent un peu trop, je les mets là-dedans. Ça va bloquer toutes leurs tentatives de connexion. Et j'ai une deuxième règle qui est désactivée, qui va autoriser le NAS à communiquer avec tout Internet sur les ports élevés, les ranges de ports élevés. Ici, je l'active uniquement si j'ai besoin d'utiliser le flux P2P avec le Download Station. D'accord? Si je n'ai pas besoin, je n'active pas cette règle. Pourquoi? Parce que si jamais mon NAS se fait compromettre, un attaquant peut faire un reverse shell. Ce reverse shell aura pour but que ce soit mon NAS qui initie la connexion vers l'attaquant.
Et vu que les gens, en général, on ne va pas forcément s'amuser à bloquer des flux sortants, et ben en fait, ce genre de flux fonctionne et notre attaquant peut avoir le contrôle complet sur notre NAS. Donc là, c'est désactivé. Bien sûr, vous allez dire, mais comment est-ce que tu fais pour tout ce qui est trafic web, s'il doit se connecter sur synology.com, etc. Donc ça, c'est plutôt l'utilisation du proxy qui va entrer en jeu, mais ce sera l'objet d'une autre vidéo. Ici, comme j'avais dit, pour certains types de trafic en direct qui sont autorisés sur le NAS, sont désactivés ici, sur Sophos, et si j'en ai besoin, je n'ai qu'à activer ici. En général, j'en ai plutôt jamais besoin. Ici, c'est pour autoriser le trafic de Cloud Station et le trafic du mail de l'IMAP-S, d'accord? Donc c'est toujours ce que j'ai dit, le 6690 et le 993 sont autorisés depuis tout Internet, depuis le VPN et depuis le réseau Wi-Fi, donc finalement mon réseau interne. Ensuite, on a, ça on a un doublon, et ensuite on a ici, si jamais je n'utilisais pas la fonction de SMTPS proxy sur mon Sophos, dans ce cas-là, je devrais autoriser le trafic SMTP à aller sur mon NAS. Au final, je préfère exposer le flux SMTPS à mon Sophos, parce que c'est un équipement de sécurité, et ne pas l'exposer sur mon NAS. De toute façon, ça fonctionne très bien. Et ensuite, on a ici des fonctionnalités de récupération POP3 depuis le NAS vers des fournisseurs de mail tels que Yahoo, en fait. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi est-ce que j'ai smtp.mail.yahoo.com, je ne m'en souviens plus. Mais voilà, ça c'est pour vraiment une règle qui est utilisée pour la récupération de mail en POP3 depuis le NAS vers mon adresse mail Yahoo, une vieille adresse mail que je n'utilise plus vraiment. Mais voilà, je récupère quand même les emails depuis là. Et grâce à cette fonctionnalité, en fait, d'ailleurs, de proxy POP3, il y a donc la possibilité de scanner les mails que je reçois depuis Yahoo pour du spam et pour des virus. Et ensuite, ça arrive sur mon NAS et ensuite je récupère tout ça avec mon client DS Mail. Bon, voilà. Ça, c'est un peu des autres fonctions, mais c'est un peu ce que j'autorise. Et pour le SMTPS, ben là, c'est vraiment parce que si j'utilise mon application DS Mail depuis mon téléphone, ça va aller sur mon NAS. Mon NAS va communiquer avec mon SMTP/S proxy sur mon Sophos, et ensuite ça va communiquer avec l'extérieur. Donc là, il y a besoin d'autoriser ce type de trafic. Ensuite, on a la dernière règle qui est là pour vraiment nettoyer tout ce qui est bloqué, d'ailleurs tout le type de trafic, et pour que je puisse le loguer. D'accord? Donc ce type de trafic, je le log. D'ailleurs, juste, je me permets de revenir en fait sur cette règle-là. D'ailleurs, je me rends compte d'ailleurs potentiellement. Non, c'est tout à fait. Non, d'ailleurs, ça me paraît pas tout à fait correct pour le SMTPS depuis le NAS. Parce que en fait, le NAS est configuré pour communiquer en SMTPS uniquement avec mon Sophos. Il n'est pas configuré pour communiquer avec l'extérieur. Donc en fait, cette règle n'est pas tout à fait juste. Je crois que j'ai un peu mélangé les choses dans cette règle-là. Bon, c'est pas très grave en fait. C'est plutôt si jamais un jour je dois dire à mon NAS qui doit communiquer en SMTPS directement avec mon fournisseur OVH par exemple, dans ce cas-là, la règle est déjà bonne, mais ce n'est pas utilisé. Bon, voilà, cette règle, elle aurait pu être splittée en deux. En fait, il y a un peu le mélange de deux mondes entre le POP3 et le SMTPS. Voilà, c'est pas tout à fait clair, mais c'est pas très important. La seule chose qu'il faut comprendre, c'est que mon NAS est autorisé effectivement, et il en a besoin de communiquer en POP3 avec pop.mail.com pour récupérer les mails. Et puis pour le SMTP, en fait, je ne me souviens plus à quel endroit, à quel moment est-ce que c'est réellement utilisé. C'est utilisé effectivement toujours pour le POP3, pour faire de la récupération de mails chez OVH. Donc le POP3 pour Yahoo et pour OVH, ça c'est tout à fait fonctionnel. Par contre, pour le SMTPS, là effectivement c'est là où il y a une erreur. En fait, il n'y a que le service POP3 qui est utilisé. Voilà. Désolé pour le truc, c'est vrai qu'en faisant une vidéo, on se rend compte qu'il y a des choses qui ne sont pas claires. Effectivement, là, ça aurait dû être splitté en deux règles et avoir la règle du SMTP désactivée parce qu'en fait, c'est pas du tout utilisé par le NAS. Voilà. Ensuite, pour les NAT,
Alors, la première règle de NAT, c'est aussi, parce que j'ai eu quelques attaques en SMTPS, des gens vraiment qui essayaient, puis ça m'a un peu embêté. Donc, j'ai fait une règle qui dit que si jamais quelqu'un, depuis l'extérieur, arrive sur l'interface Internet de mon Sophos et essaye de m'attaquer, je vais le rediriger vers une adresse factice et changer le service, ce qui fait que l'attaque ne pourra jamais fonctionner. Ensuite, pour les 4 autres règles, alors en fait, vous allez voir que les règles sont un peu différentes, mais c'est pour remplir le même besoin. C'est-à-dire que moi, l'objectif, c'était que sur mes applications, telles que mon navigateur, ou sur mes applications DS Mail, DS Cloud, etc., enfin, plutôt DS Cloud et IMAPS, j'avais envie, en fait, de n'utiliser que une seule adresse. D'accord? Par exemple, je sais pas, on va dire imapes.cloud.local, par exemple. J'avais pas envie de m'amuser à devoir changer d'adresse lorsque je suis en intérieur ou à l'extérieur. Donc en fait, j'ai tout géré via des règles de NAT et via des entrées DNS. Donc là, les entrées DNS ne sont pas montrées. En fait, l'objectif, c'est de dire que si je suis sur Internet et que je veux accéder à mon service, donc ici en IMAP S, depuis Internet, je vais atteindre mon interface WAN de Sophos. Je vais rediriger ceci sur l'adresse IP du NAS et je ne change pas le service. Et là, c'est pareil. Donc ça, en fait, c'est un peu le plus simple, d'accord? On va dire que c'est l'adresse cloud.local que je vais atteindre. Par contre, maintenant ici, cette fois-ci, je suis à l'intérieur de mon réseau. Si j'essaye de faire cloud.local, en fait, ça va rediriger vers l'adresse IP publique, ce qui ne doit pas arriver parce qu'en fait, je reste en interne. Pas besoin de sortir pour re-rentrer. Donc, j'ai défini que pour cette fois-ci, mon cloud.local, lorsque je vais taper ça sur mon navigateur en interne, ça doit résoudre, d'un point de vue DNS, à l'adresse IP de mon Sophos sur mon interface côté LAN. Et après ça, il va rediriger ceci sur l'adresse IP du NAS, sur le port en question. Alors je ne sais pas si vous avez tout fait compris, mais c'est vrai que l'objectif c'est d'utiliser toujours la même adresse. Et pour ça, ça peut demander des entrées DNS et de faire des entrées de NAT un peu spécifiques. Bon, si vous avez des questions, je pourrais toujours répondre dans les commentaires. Ensuite, pour les fonctionnalités de blocage de pays, qu'on peut également faire sur Synology, moi je l'ai fait sur Sophos parce que c'est plus granulaire et je préfère le gérer à ce niveau-là, vu que c'est lui qui gère toute la sécurité. Donc en fait, pour tous les pays qui ne sont pas indiqués en fait dans ce print screen parce qu'il n'y a pas la place, pour tous les pays, tout le trafic entrant est absolument bloqué. Si jamais on veut autoriser le trafic provenant d'un pays, on peut soit le gérer depuis ici, soit depuis la table des exceptions. Alors moi, je l'ai géré au niveau de la table des exceptions parce qu'on peut être plus fin dans la gestion. On peut dire que pour tel pays, tel service. Alors que ici, si au lieu de mettre from, on met off, et ben en fait, ça va autoriser tous tous les types de services. Bien évidemment, on peut gérer ça après au niveau du NAT et au niveau du firewall, mais pour que ce soit plus facile, ici, tout est absolument bloqué. Alors voilà comment ça se passe ici. Pour les exceptions, donc par exemple pour le trafic qui rentre en direct sur mon NAS, qui est donc l'IMAP S et le 6690, j'autorise le trafic depuis la France et la Suisse. Et ça va être à destination du NAS, uniquement ces deux services de ces deux pays. Ensuite, pour le SMTPS et le VPN, qui sont en fait des services hébergés sur mon Sophos et pas sur mon NAS. Donc ici, c'est simplement ce qui change, c'est l'adresse IP. Donc là, c'est plutôt l'interface WAN de mon Sophos. Je vais autoriser également donc pour le SMTPS et pour l'HTTP depuis la France et la Suisse. Donc là, c'est vraiment des pays spécifiques et des protocoles spécifiques. Ensuite, on a des fonctionnalités un peu plus avancées pour la gestion de l'ICMP. Voilà ma configuration, je ne vais pas rentrer dans le détail, après c'est très personnel comme configuration. Et puis c'est vrai qu'il n'y a pas trop de points de sécu, c'est plutôt pour éviter de la reconnaissance par exemple, le fait qu'on bloque l'ICMP. Ensuite, après, pour certaines autres fonctionnalités avancées que je ne vais pas rentrer dans le détail ici, je vous ai mis la description donnée par Sophos. Mais en tout cas, ce qui m'intéresse le plus, c'est de valider la longueur des paquets, de bloquer des paquets qui sont invalides, par exemple des paquets qui n'appartiennent pas à la connexion, mais que quelqu'un essaye de m'envoyer des paquets qui n'appartiennent pas à la connexion, et ben dans ce cas-là, je vais quand même les bloquer. Et une protection contre les attaques de spoofing. Alors par contre, dans un réseau de la maison,
on n'est pas vraiment confronté à ce genre de choses. Enfin bon, voilà, je l'ai quand même mis pour voir un peu qu'est-ce que ça donnait. Bien évidemment, ça donne rien, quoi. Pour la maison, le réseau est bien trop petit. Alors, ensuite, pour l'IPS, d'accord, donc l'IPS a pour but de reconnaître des attaques selon un ensemble de signatures. Donc il va analyser tout le trafic et il va bloquer les attaques avant que ça puisse venir sur le réseau. Bien évidemment, pour l'IPS, pour être vraiment fonctionnel, dans certains cas, ça demande des configurations un peu spécifiques, mais ce n'est pas tout à fait dans le cadre de cette vidéo, ce sera pour plus tard. Donc je protège mon réseau DMZ, mon VPN et mon réseau Wi-Fi. Et en cas de problème, en fait, il va simplement dropper les paquets. Il peut aussi les rejeter, mais les rejeter, ça peut donner des informations à un pirate dans le cadre des activités de reconnaissance. Donc ici, je les drop et il ne sera pas au courant que les paquets sont droppés. Ici, on a les différents types de systèmes ou de services qui sont protégés. Donc, on a des operating systems, on a certains types de serveurs, tels que les serveurs HTTP, des serveurs mail, des serveurs de base de données, etc. Voici tout ce sur quoi notre IPS peut nous protéger. Voilà. Vous pouvez regarder un peu la liste en bloquant la vidéo, en pausant la vidéo. Ensuite, pour l'anti-DOS, d'accord, donc il y a plusieurs types d'attaques DOS. Il y a des attaques qui sont liées sur une saturation de la bande passante et des attaques qui sont liées sur l'exhaustion, en français, comme on dit, sur la consommation élevée en fait, de ressources, d'un point de vue réseau, par exemple, où on va ouvrir beaucoup de connexions sans jamais les refermer. Donc ça, c'est ce sur quoi c'est censé nous protéger, c'est éviter les attaques qui sont basées sur l'exhaustion des ressources, la surconsommation des ressources en ouvrant plein de connexions qui ne seront jamais utilisées. Donc là ici j'ai mis source and destination address, donc normalement ça veut dire qu'il va d'abord vérifier la source. Cette adresse IP elle est en train d'essayer de consommer combien de notre ressource d'un point de vue de nos ressources d'un point de vue réseau. Si on voit que ça dépasse la valeur autorisée, il va également regarder pour la destination, est-ce qu'il s'agit de la même destination. Si c'est le cas et que ça dépasse aussi les valeurs, et bien dans ce cas-là, ça va bloquer le trafic. Voilà, donc vous avez ceci qui est valable aussi bien pour le TCP que pour l'UDP que pour le trafic ICMP. Ensuite, pour le port scan, c'est un peu la même chose. On a une protection contre le scanning de port où en fait, Sophos, il va dire qu'à chaque fois qu'une adresse IP source est en train de scanner des ports, s'il atteint un certain nombre de points sur 300 millisecondes, il va donc le bloquer. Et en fait, pour tout ce qui est port inférieur à 1024, il assigne 3 points. Tout ce qui est supérieur à 1024, il assigne 1 point. Donc si on commence à scanner trop de ports de chez nous, et bien en fait, il va s'amuser, il va bloquer les tentatives d'attaque une fois que cette valeur sera dépassée. Alors c'est vrai que finalement, moi, j'autorise que très très peu de ports, donc c'est très peu probable que ce genre d'attaque soit détecté sur mon réseau à la maison, vu qu'en fait, la plupart des ports sont bloqués. Et je pense qu'il faudrait vraiment que cette personne fasse beaucoup de scans sur les mêmes ports pour que ça marche. Enfin bref. Donc je n'ai jamais rencontré ce cas chez moi. Chez d'autres personnes chez qui j'ai équipé ceci, oui, mais pas chez moi. Ensuite, pour quelques fonctionnalités avancées, donc là, la première option qui s'appelle Activate File Related Patterns, qui dit que c'est une option qu'on devrait activer si on n'autorise pas des fonctionnalités antivirus, par exemple, sur le proxy ou autre. Alors, c'est censé nous protéger, mais je ne comprends pas exactement cette fonctionnalité, malgré que j'arrête pas de relire la définition dans le manuel. Donc c'est là, je ne suis pas tout à fait sûr exactement de son impact. Après, il y a des options de performance pour les serveurs HTTP, DNS et mail, je crois, où en fait, par exemple, si vous activez les protections contre les attaques des serveurs HTTP, ben vous allez mettre le serveur HTTP en question dans l'option de performance. Ça veut dire qu'en fait, il ne va analyser et bloquer le trafic, il va bloquer le trafic qui sont liés à des attaques HTTP que si ça touche ce serveur HTTP. Donc le but ici, c'est vraiment d'améliorer les performances et de limiter les faux positifs. Moi, personnellement, je n'utilise pas puisque j'aime bien avoir une visibilité complète sur ce qui se passe et je n'ai pas eu vraiment trop de faux positifs. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo sur les fonctionnalités avancées de sécurité réseau. Donc là, on est vraiment purement par feu. Dans d'autres vidéos, ce sera d'autres fonctionnalités telles que voilà, le proxy, donc le web control, l'application control. Je crois qu'il y a encore peut-être d'autres choses. Voilà, donc j'espère que cette vidéo a été informative pour vous. Et puis si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas à les poser dans les commentaires. Salut!